Bienvenue à toutes et tous donc à ce track et à cette première présentation, hein. Donc l'objectif effectivement c'est de parler des enjeux de performance énergétique et économique dans les entreprises. Le premier objectif c'est de effectivement souligner l'ensemble des gains qu'on peut espérer à passer au numérique dans les entreprises, à la fois en termes d'opportunités de business, en termes d'efficacité, de sobriété, mais également d'attirer l'attention des entreprises sur le fait que ça ne se résume pas à une simple intégration des outils numériques dans les entreprises. Ça nécessite effectivement de repenser l'entreprise, ses frontières, son fonctionnement, ses organisations, et de placer les technologies en fait au service des usages, des métiers. Pour comprendre un petit peu où on en est par rapport au numérique, je trouvais intéressant de reprendre un petit peu, de faire une rétrospective des 50 dernières années, pour constater une première chose qui est qu'il y a 40 ans de cela, tout ce qui fait aujourd'hui notre quotidien n'existait absolument pas. Pas d'ordinateur, pas de téléphone portable, pas de réseaux sociaux, pas d'objets connectés. C'est en fait IBM dans les années 81 qui a décidé en fait d'attaquer le grand public avec le secteur de l'informatique, avec son premier personal computer qui avait pour vocation donc de pénétrer l'ensemble des foyers et de leur permettre de réaliser un certain nombre d'activités bureautiques individuelles. Ça c'est le premier jalon. Un deuxième jalon intéressant, c'est celui du Minitel, donc une initiative de France Télécom qui, à peu près une dizaine d'années avant l'Internet, proposait des services de communication, de partage, de jeux à distance à ses utilisateurs. Ensuite, en termes de grande date, il y a probablement le Bebop dans les années 92. Donc ça, c'était une expérimentation de téléphonie mobile proposée par France Télécom. Bon, mobile, c'était plus le nom que l'objet, hein. Donc c'était un joli petit téléphone avec une autonomie d'une demi-heure qui fonctionnait dans certaines agglomérations pilotes de mémoire Paris-Lyon et à condition d'être dans les 5-10 mètres d'un poteau de distribution France Télécom. Ensuite, 94, l'explosion, enfin la première grande console de jeu, hein, donc la PlayStation. 99, le premier téléphone GSM grand public. Et voilà, et les choses s'accélèrent à partir des années 2000. Donc on voit des générations toujours plus puissantes de consoles de jeux qui intègrent de plus en plus de services. 2007 peut-être à noter la sortie de l'iPhone qui marie téléphonie et Internet et propose en fait un produit qui n'est pas centré sur les caractéristiques technologiques de l'objet, mais plutôt sur les services qu'il est en capacité de fournir. Parallèlement à cette évolution de produits, on voit aussi tout un environnement de services et d'offres, hein, qui propose de nouveaux modes d'interaction. Donc beaucoup de collaboratifs, de participatifs, de la vente dématérialisée en ligne, du réseau social. Cette évolution et cette rapidité de mise sur le marché de produits a des impacts. Si on fait un constat aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement pour la population française, on a un taux de pénétration de l'Internet de 84%. Donc c'est quand même assez énorme, hein. Donc 84% des Français sont actifs sur le web. 45% d'entre eux ont une activité sur les réseaux sociaux. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que quand on parle mobilité, on a des taux de pénétration qui sont encore plus importants, hein, puisque 97% des personnes ont un accès à Internet via un téléphone mobile ou une tablette. Donc c'est vraiment l'affaire de tous, c'est vraiment un monde nouveau dans lequel on évolue tous, et forcément dans ces cas-là, on imagine que ça a des conséquences sur l'être humain et sur son rapport au monde. J'aime bien ce transparent qui essaye de caractériser un petit peu les différentes générations en fonction de leur proximité aux technologies. C'est vrai que si on se rappelle de nos grands-parents, un des objets cultes dans la famille, c'était la voiture. Et en fait maintenant, je dirais que la voiture c'est vraiment très secondaire. Quand on regarde nos enfants, ils sont plus intéressés à comparer leur téléphone mobile, voire à parler imprimante 3D, que à regarder les voitures. Ces évolutions et cet impact des technologies, on le retrouve aussi dans les autres moyens d'interaction de la personne à son environnement, hein. Donc effectivement, qui écrit encore des courriers aujourd'hui? Plus personne, enfin assez peu de monde, à part avec l'administration. Le courrier, le téléphone ont été remplacés par les SMS, par l'époque, par les tweets. Un dernier constat qu'on peut faire sur ce transparent, c'est de se dire, parce que pendant longtemps, quand on parlait des nouvelles technologies, on se disait que le frein essentiel, c'était celui des générations qui n'étaient pas forcément en capacité de les accueillir dans les entreprises. Et là, on se rend compte qu'en fait, on est en train d'inverser cette donne, puisque globalement, on a à peu près 66-70%
de la population qui est rompue au numérique. Alors du coup, on se demande justement qu'est-ce que ça donne du point de vue des entreprises et notamment du tissu industriel. Alors, on est tous d'accord pour parler des trois premières révolutions industrielles. Donc la première avec l'introduction des machines à vapeur, la seconde avec l'électricité et les convoyeurs, donc a profondément modifié les modes de production avec l'arrivée de la production de masse. Celle des années 69 avec les automates programmables aussi, qui a permis encore des gains de performance. Et pour beaucoup, cette accélération des technologies et de leur pénétration dans l'industrie devrait être l'occasion d'une nouvelle révolution. Donc la révolution qui est liée donc à la virtualisation des outils de modélisation et à l'Internet industriel. Alors ce qui est intéressant aussi de voir sur ce schéma, c'est que toutes ces évolutions technologiques elles ont aussi conduit à des évolutions organisationnelles et sociales. Typiquement donc avec la production de masse, on a vu apparaître le taylorisme, puis le fordisme. Avec les automates programmables, Toyota a développé le toyotisme. On a vu apparaître le lean management. Et on se demande ce que devraient être les modes de gestion dans les entreprises pour faire face, pour mettre en œuvre donc le numérique. Si on essaye de transposer ça à l'entreprise et non plus seulement à l'industrie, ce qu'on peut se dire, c'est que globalement, si on veut en donner une définition de ce que pourrait être l'entreprise numérique, ce serait donc une organisation du travail qui exploite les avantages des technologies du numérique et de l'Internet de façon à être plus compétitif, et ce, à la fois dans son environnement interne et externe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'idée, c'est de tirer donc parti des potentialités du numérique, et parmi ces potentialités, on peut citer trois éléments particulièrement saillants. Donc le premier, c'est la possibilité d'accéder de n'importe où, pour tous, à n'importe quel type d'information. Donc il y a la notion d'ubiquité qui est derrière. La seconde, c'est le fait que avec les nouvelles technologies, on peut faire réaliser par des machines des activités qui jusque-là étaient réalisées par l'humain. Alors c'est vrai avec la robotique, la cobotique, sur des actions on va dire opérationnelles, mais c'est de plus en plus vrai aussi pour des activités à plus forte valeur ajoutée, comme des activités de raisonnement, de mémorisation, de traitement. Et le dernier élément un peu saillant par rapport au numérique, c'est le fait que ça rend possible de virtualiser et dématérialiser tout ou partie de certains processus. Par exemple, quand on regarde certains modèles très avancés d'usines, on est capable d'aller de la conception jusqu'au déploiement des chaînes de production directement avec des modèles numériques qui intègrent l'ensemble de la démarche. Alors pourquoi passer au numérique ? Donc les objectifs qu'on peut mettre derrière sont de différentes natures. Donc après on pourra les classer en fonction de l'importance, en fonction de ses priorités personnelles. Moi j'ai choisi de les exposer dans cet ordre-là. Donc les premiers avantages qu'on peut y trouver, c'est l'amélioration des conditions de travail. On parle beaucoup du vieillissement de la population, et c'est vrai que les nouvelles technologies sont un moyen de rendre plus acceptable la prolongation du travail pour les personnes en situation de vieillissement. Donc avec notamment, on retrouve les concepts de robotique, de cobotique. Le second élément important, c'est celui de la sobriété en ressources. Donc à l'approche de la COP21, je pense que personne n'ignore le fait qu'il est important d'essayer de réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Il est également important de ménager les ressources environnementales, et le numérique peut être un moyen de superviser ces consommations et de maîtriser ces process qui sont consommateurs en fait de matières premières. C'est également un moyen d'être en capacité d'individualiser ces produits ou services en fonction des demandes spécifiques du consommateur. Donc ça permet de tisser un lien fort avec les clients pour mieux répondre à leurs demandes. Ça permet aussi de produire avec agilité en étant davantage résilient, en étant en capacité de reconfigurer ces systèmes de production de produits ou de services. Et enfin, c'est également un moyen de prendre en compte les grands défis sociétaux. Donc je parlais du vieillissement de la population, du réchauffement climatique, mais également les problématiques d'intégration dans les écosystèmes locaux. Typiquement, pourquoi aller consommer des ressources qui sont lointaines et qui génèrent des transports et donc des dégagements de gaz à effet de serre quand on peut
utiliser les ressources plus locales. On peut rassembler l'ensemble de ces idées derrière la recherche de meilleures performances pour l'entreprise. Alors c'est bien beau, mais comment faire? Repenser l'entreprise, effectivement, à la lumière du numérique, c'est revisiter l'ensemble de sa chaîne de valeur, essayer d'identifier à chaque endroit comment améliorer les process, éventuellement repenser même cette séquence cette approche par séquence de la description des activités de l'entreprise. Et c'est probablement aussi se reposer la question de l'entreprise dans son environnement. Typiquement, le lien avec les consommateurs est différent. Ça nécessite probablement un décloisonnement par rapport à l'information. Je veux dire, typiquement, quand on veut être en capacité de faire de la co-conception avec ses clients, ça veut dire ouvrir ses systèmes d'information à sa clientèle, interagir avec eux. Et donc il est important de se reposer la question de frontières autour de l'entreprise. Parce que le numérique semble être si séduisant, on peut se demander pourquoi toutes nos entreprises ne sont pas déjà passées à l'ère du numérique. Quand on interroge des entreprises, on se rend compte que souvent ce sont des problèmes organisationnels. Alors là, on parle de standardisation, donc c'est vrai qu'on pourrait penser à première vue que le problème est technique. En fait, c'est plus souvent un problème de politique et de stratégie des entreprises qu'un réel problème technique. Juste après, donc on trouve toutes les problématiques liées à l'adaptation des process et des organisations de travail. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi que les aspects compétences, recherche, formation sont nommés. Donc on n'est vraiment pas dans des problématiques qui sont d'ordre technique, mais plutôt socio-organisationnelles. D'ailleurs, ces résultats sont confirmés par une autre étude qui, elle, a été réalisée en France et qui s'intéressait davantage à l'entreprise numérique qu'à l'industrie, et dans laquelle on retrouve effectivement les problématiques organisationnelles, les problématiques liées aux compétences, et bon, là, on voit aussi apparaître des problématiques financières, bien entendu. Donc tout d'abord un bref rappel, je pense que tout le monde a bien senti cette vague d'objets connectés qui existe depuis quelques années maintenant, cette révolution qui se confirme. Donc on avait prédit une explosion du nombre d'objets connectés, ça se réalise. Ce graphique-là est très intéressant puisqu'on se situe à peu près au milieu. On voit donc les ancêtres des objets connectés que sont nos ordinateurs qui existent depuis plusieurs années maintenant, qui se font maintenant submerger par toute une série d'autres objets. Connectés eux aussi, et qui sont maintenant dominants sur le marché, en termes de nombre. Et la tendance va aller en augmentant. Alors ça, c'est une étude réalisée en 2014. Il y en a plein d'autres. Les chiffres ne concordent pas tous. On a divisé les objets connectés en toute une série de catégories. Les objets connectés qu'on peut porter sur soi, les objets connectés qu'on a à la maison. Voilà, les parts de chacun de ces objets font débat, on ne sait pas exactement, mais toutes les études sont d'accord pour dire que bon, le nombre d'objets connectés va exploser, c'est une certitude. Alors, les projections donnent pour l'horizon 2020 50 milliards d'objets connectés, soit à peu près 15% des objets qui seront produits seront munis d'une connectivité d'une manière ou d'une autre, et des impacts sur l'économie très importants, donc 7 000 milliards de dollars au niveau mondial seront représentés par ce secteur. Juste une petite incursion dans l'industrie 4.0 dont tu as pu parler, Philippe. Alors c'est un domaine, donc l'industrie qui est donc un type d'entreprise dans lequel la partie automatisation, numérisation est déjà bien avancée et dans lesquels l'internet des objets est aussi quelque chose de très important. Donc l'industrie 4.0 avec les objets connectés, finalement c'est une accélération de la transition vers le numérique, parce que beaucoup de choses existent déjà, la fabrication assistée par ordinateur, la supervision de la production, des robots intégralement reprogrammables. Donc ce passage vers le 4.0, c'est simplement une accélération de tous ces processus, que tous les postes des entreprises, de l'industrie sont touchés, aussi bien la chaîne de production que la chaîne d'approvisionnement, que même la relation avec les clients qui peuvent customiser leurs produits, et les chaînes de production peuvent être rapidement reconfigurées pour des micro-productions. Revenons donc maintenant aux objets connectés en entreprise. Donc là, on quitte l'industrie et on revient à l'entreprise au sens large. Donc le monde du consumer a déjà subi cette vague des objets connectés qui donc préfigure le besoin et la vague qui va venir submerger aussi le monde des entreprises. Certaines études montrent que déjà, alors c'est une étude qui a été faite en 2014, je ne sais pas si les chiffres ont été finalement réalisés, mais que 60% des objets connectés seront achetés par des entreprises dans un cadre de B2B. Ces objets connectés, bien sûr, vont être des objets de type monitoring de bâtiments, de type gestion de flotte, et puis tous les objets portables, les ordinateurs portables, les tablettes qui ont connu une grande émergence ces derniers temps, mais aussi des objets connectés au sens
sens où on l'entend maintenant, donc des objets de type bracelet connecté, lunettes connectées qui commencent à être utilisés. Donc ces objets qui rentrent dans l'entreprise vont amener donc une modification des techniques de travail, des habitudes de travail, avec une capacité donc de travailler un petit peu où l'on soit, d'amener ses outils, d'avoir son propre cloud, et donc nous oblige à repenser le management des salariés en entreprise. C'est un secteur qui est en pleine croissance, donc je vous ai dit, bon, des prédictions disaient que 60% des objets connectés achetés seraient faits dans le cadre des entreprises. Donc on estime à 1,2 milliard d'objets connectés en entreprise actuellement, avec des projections à l'horizon 2020 de 5,4 milliards d'objets. Les croissances sont différentes selon les secteurs. Alors c'est la finance et l'assurance qui connaissent le plus grande croissance au niveau de l'utilisation des objets connectés au sein de l'entreprise. On a aussi suivi de près par le média et les loisirs, et puis le monitoring de bâtiments dont j'ai pu vous parler au départ. Le tout est illustré sur le petit graphique qu'on voit en dessous, donc avec 28% de croissance chaque année jusqu'à l'horizon 2020. Et on voit qu'on passe de ce qu'on appelait le machine to machine à l'Internet des objets, où là on a une plus grande intelligence de chacun des objets qui sont utilisés. Je vais vous parler de quelques petits exemples marquants comme ça que j'ai pu glaner lors de mes recherches sur Internet. Alors, un premier exemple que j'ai pu trouver concernait dans une entreprise la gestion des réservations des salles de réunion. Ils se s'étaient rendu compte qu'un certain nombre de salles de réunion étaient réservées et finalement pas utilisées, et sans pour autant que les utilisateurs le signalent au système de réservation. Donc il y avait une sous-utilisation des salles. Donc ils ont doté leurs salles de petits capteurs qui, connectés au système d'information de l'entreprise, détectaient l'utilisation ou non de la salle et permettaient de la remettre donc dans le pool de salles utilisables. Une autre expérimentation a été faite par British Petroleum, qui a distribué à ses employés et à leurs familles un certain nombre, donc 26 000, hein, donc c'est quand même pas négligeable comme chiffre, bracelets Fitbit. Donc c'est des petits bracelets qu'on porte sur soi, donc je pense que vous en avez entendu parler, qui monitorent toute une série de paramètres. Et l'objectif de British Petroleum était de pouvoir négocier avec leur mutuelle d'entreprise des réductions au cas par cas de leurs employés en fonction de leur activité quotidienne qui pouvait les prémunir d'un certain nombre de maladies. Dernier exemple, qui est peut-être un petit peu plus troublant, celui-là, c'est une entreprise qui s'appelle Sociometric Solutions, qui propose un badge connecté qu'on porte autour du cou, comme le petit badge que j'ai là, qui mesure lui aussi un certain nombre de paramètres physiologiques, température, rythme cardiaque, mais qui aussi géolocalise la personne et écoute ses conversations. Et bien sûr, il ne va pas décoder la conversation en tant que telle, il ne va pas comprendre ce qui est dit. Par contre, il va classifier le type d'interaction, enfin le type de dialogue qu'on a. Est-ce qu'on est en train le débit de parole qu'on a, le type d'échange qu'on a, la fréquence qu'on utilise, le ton qu'on utilise, pour essayer de savoir quel type de discussion on est en train de mener, et permet de cartographier les relations qu'on a au sein d'une entreprise. Voilà. Et essayer après de mettre ça en relation avec les performances de chacun, de voir quels sont les groupes qui communiquent avec quel autre groupe, quels sont les endroits propices à ces échanges, et pouvoir après ça corréler ça avec la productivité de chacun. Alors dernier point, et je finirai par là, on a bien vu que finalement le monde du consumer avait devancé le monde de l'entreprise quant à l'utilisation des objets connectés. Donc très vite est apparu le besoin des entreprises, enfin disons la pression, en tout cas la demande de la part des employés d'utiliser leurs propres dispositifs en entreprise, d'amener leur propre dispositif, puisque finalement ils étaient bien souvent mieux équipés que l'entreprise elle-même. Donc est apparu le terme de Bring Your Own Device, qui est très à la mode, et qui est symbolique finalement de deux tendances. Une qui est la disparition finalement de la distinction entre sphère privée et sphère professionnelle, et la disparition aussi, enfin le floutage tout du moins, du périmètre de l'entreprise elle-même. Donc on ne sait plus exactement à quel moment on travaille, à quel moment on ne travaille pas, c'est quelque chose d'assez ambigu. Après ça pose toute une série de problèmes. Différents schémas de BOD ont été définis avec des schémas où c'est l'entreprise elle-même qui va désigner un certain nombre de dispositifs qui sont compatibles avec leur système d'information et proposer à l'utilisateur de le prendre en charge. Hein. Donc ça c'est l'entreprise qui décide et qui paye. Voilà, c'est une étude donc réalisée en 2014 par Compucom et qui montre la répartition en fait des différents modes de savoir voilà, qui décide et qui paye dans le choix des devices de chacun des utilisateurs. Voilà. Et donc l'étude au complet montre que 72% des entreprises finalement acceptent que les utilisateurs utilisent leurs dispositifs personnels ou bien achetés mais avec un usage personnel possible par l'entreprise pour se connecter au système d'information, consulter ses mails, ça c'est disons l'utilisation minimum.
quand on parle d'entreprise numérique ou bien de l'industrie 4.0, il faut évidemment parler du Big Data. La présentation que je vais faire aujourd'hui s'appuie fortement sur la réflexion de nos élèves dans le cadre d'un Grenelle du numérique avec CGI et d'autres écoles d'ingénieurs comme Centrale Supélec, Dauphine Télécom, école de management. Nos élèves en fait ont fait une réflexion sur le big data. Vous pouvez en fait vous pouvez télécharger le livret blanc qui contient 4 études et 33 propositions pour une France numérique sur ce lien. Donc les données aujourd'hui, comme tout le monde le sait, c'est le carburant de l'économie numérique et bientôt de toute l'économie qui est en train de se numériser petit à petit. L'importance aussi de ces données que leur valeur monte avec leur utilisation et leur réutilisation. Bon, est-ce que c'est nouveau tout ça? Est-ce qu'il s'agit, pourquoi tout le monde en parle de Big Data aujourd'hui? Est-ce qu'il s'agit d'un vrai changement ou bien c'est juste une évolution? La réponse est tout simplement, il s'agit d'une évolution et d'une rupture à la fois. C'est une évolution parce que analyser et traiter des grosses quantités de données pour en extraire de l'information n'est pas un procédé nouveau. Mais par contre, avec le Big Data, aujourd'hui, ce procédé s'appuie sur des infrastructures en rupture technologique. Aujourd'hui, on est capable de traiter des gros volumes de données considérablement supérieurs à ceux traités auparavant, à une vitesse incomparable, le tout en intégrant avec une grande variété de données. En plus, ça marque aussi une rupture au niveau de l'usage avec le Big Data. En fait, le Big Data permet de passer d'une économie de produits à une économie de services orientée utilisateur. Dans le domaine de santé, par exemple, le Big Data permet de passer d'un modèle curatif à un modèle préventif. À tout ça s'ajoute il s'agit aussi d'une rupture au niveau de la relation entre le client et l'entreprise, qui est en train de transformer complètement. Et en fait, c'est pour le bénéfice des entreprises et des consommateurs à la fois. Voilà, donc le Big Data, il s'agit de traiter des grands volumes de données, exprimés en zeta-octets, donc à la puissance 21 octets, qui arrivent en fait, qui sont en train d'augmenter exponentiellement, comme la figure le montre. Et en fait, ces données arrivent en continu, donc à grande vitesse. Il faut aussi les traiter en vitesse avant que ça soit trop tard. Et il s'agit aussi d'une grande variété de données parce qu'il s'agit de données structurées et non structurées, de données internes à l'entreprise et de données externes, des sons, des vidéos, des textes, des commentaires sur les blogs, des tweets et tout ça. Si on parle de Big Data aujourd'hui, parce qu'il y a quand même de l'application derrière, il y a de l'utilité d'utiliser le Big Data. Et c'est en fait dans le domaine de l'urbanisme que je prends le premier exemple. Aujourd'hui, plus qu'un individu sur deux habite dans un milieu urbain. Plus qu'un individu sur deux. Et en fait, on prévoit une concentration de 70% de population mondiale dans les villes ou bien dans les métropoles urbaines. Cela, en fait, nécessite... il faut lutter contre l'émission de CO2. Et surtout, il faut repenser comment gérer mieux, en fait, la consommation énergétique et les réseaux de transport. À titre d'exemple, aujourd'hui, les villes, quand même, c'est 75% de la consommation énergétique mondiale et 80% de l'émanation de dioxyde de carbone. Là, sur le slide, en fait, j'ai deux chiffres clés qui montrent l'impact ou bien de l'urbanisation sur l'économie, par exemple. En fait, les bouchons coûtent en France chaque année 5,5 milliards d'euros. C'est pas rien. C'est en fait 1 000 euros par an par Parisien. Un autre chiffre, donc un cinquième de l'eau potable est perdue chaque année. Donc un cinquième, ça fait 1300 milliards de litres d'eau potable. Et comment le Big Data peut aider à traiter tout ça? Donc le Big Data pourrait être une solution, pourrait aider à rationaliser l'urbanisation. Et pour ça, en fait, une des propositions de nos élèves, ou bien il fallait mettre le point, il fallait centraliser et analyser l'ensemble des flux de données émis par les villes dans des centres d'opération numérique. Et ces centres pourraient développer des modèles prédictifs qui aident aussi à l'optimisation de l'espace urbain. À titre d'exemple, la ville de Rio de Janeiro au Brésil, ils ont un centre de prédiction qui est capable de fournir d'informations avec 14 heures d'avance et avec 80%
de précision. Le ciblage aujourd'hui avec le Big Data, il est d'une précision redoutable. Pour faire en fait du marketing ciblé, il faut juste être capable de récolter des quantités faramineuses de données, tout type de données, et de les traiter pour en extraire de l'information. Ces données, par exemple, données sur l'état civil, situation sociale et familiale, centre d'intérêt, tout ça, c'est des données qui sont divulguées par les individus, consciemment ou non, directement ou non. Par exemple, en remplissant un formulaire pour la création d'un compte sur un réseau social, en fait, on donne l'information. Mais il y a d'autres informations qu'on divulgue indirectement via, par exemple, les échanges de mails, les discussions sur les réseaux sociaux, sur, par exemple, l'historique de navigation, l'information des géolocalisations. Toutes ces informations sont récoltées par les entreprises afin de faire des prédictions et de personnalisation de l'offre. Exemple, aujourd'hui, Gmail propose un service de messagerie gratuit. Mais sur la version web de Gmail, il y a un bandeau de publicité. Et le choix de publicité ne doit rien au hasard. Ça suffit juste d'envoyer un mail de recherche d'emploi et on vous proposera par exemple des publicités pour des cartes de visite. Aujourd'hui, on va encore plus loin. Amazon est capable d'anticiper le prochain achat d'un client et même d'acheminer le produit dans la centrale la plus proche de ce client avant même qu'il passe la commande. Donc on est arrivé à un niveau de précision énorme. Ça aide aussi à avoir une meilleure logistique et à mieux aussi en fait répartir les stocks. Voilà, là j'ai quelques chiffres en fait qui montrent les tendances en termes de big data. Donc c'est un marché mondial prometteur, donc 125 milliards de dollars en 2015. En France, on a une entreprise française sur 3 qui a un projet de big data. D'autres chiffres qui sont intéressants, 61% des entreprises sondées par une étude de Xerox estiment qu'en 2015, les prises de décision s'appuieront davantage sur les données que sur d'autres critères, comme par exemple les instincts, les expériences et les sondages. Sauf que le problème aujourd'hui est que la majorité d'entreprises françaises, selon une autre étude par École supérieure d'électronique de l'Ouest, cette étude montre que 8 entreprises françaises sur 10 identifient les spécialités Big Data comme des profils difficiles à recruter. Donc, le Data Scientist, c'est la perle rare que beaucoup d'entreprises cherchent aujourd'hui. C'est en fait le profil le plus cherché dans le domaine de Big Data, qui a un socle de connaissances diversifiées en informatique, en statistique, algorithmique, mais aussi c'est quelqu'un quand même qui connaît bien le métier. Cette tendance aussi est illustrée par en fait les salaires de ces profils. Une autre étude par Urban Linker montre que en fait les salaires de data scientists sont quand même dans la fourchette supérieure par rapport à leurs homologues ingénieurs par exemple dans le domaine du digital. Aujourd'hui, un data scientist junior peut commencer à 50K. Et dans quelques ans, dans 5-6 ans, on peut atteindre 90K, qui est énorme. Ça montre aussi, ça explique l'importance de l'expérience dans ce domaine. On voit bien que quand même c'est des profils dans la fourchette haute des salaires, mais avec une évolution très rapide. Voilà, donc il manque des profils dans le domaine de Big Data. Donc il faut pousser au développement de plus de programmes master spécialisés ou bien de formation Big Data à l'ECE. Donc on a depuis 3 ans une option d'approfondissement Data Scientist. Dans cette option, on fait les enseignements qui sont nécessaires dans le domaine de Big Data, comme le machine learning, comme les sciences de données, et aussi des cours technologiques sur, par exemple, la plateforme Hadoop et toutes les briques qui viennent avec, qui sont très sollicitées en ce moment dans le domaine de Big Data. Donc, si on parle de Big Data, on est obligé quand même de parler de la crainte, de la peur. Il y a de plus en plus de gens qui sont suspicieux sur l'utilisation de leurs données personnelles. Donc cette crainte, évidemment, est tout à fait légitime. Ça, quand même, c'est la vie privée qui est en cause. Donc, pour en fait contourner cette crainte, il faut une action conjointe des citoyens, des entreprises et de l'État. Donc, les citoyens doivent s'informer et être acteurs du contrôle de leur information personnelle. Les entreprises doivent adopter des politiques responsables des données personnelles dont elles disposent, elles doivent en fait respecter surtout les principes de privacy by design. C'est-à-dire la vie privée est prioritaire par défaut
et la prévention de mal-utilisation de ces données personnelles prime sur la réparation. Et les entreprises doivent surtout s'engager sur la transparence des actions menées avec les données recueillies. Enfin, l'État, par le biais de la CNIL, doit continuer à être l'organisme central du contrôle en France.